a Oui. branché son micro. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on va s'intéresser donc, on va peut-être commencer la transition vers entre le constat, qui soit théorique, de la définition des processus de décrochage, la partie chiffrée, statistique et tout ce qui vient d'être présenté, peut-être basculer petit à petit vers ce qui relève de la prévention et de l'objectif de remobilisation autour d'une motivation scolaire, tel qu'on avait prévu de le faire avec vous, Nicolas. Oui, merci Nicolas et tes collègues de votre invitation. Tout à fait passionnant hein, ce qui a été dit jusqu'à présent et complémentaire aussi. Donc bravo à l'organisation. Enfin, moi, je suis très, très intéressé par l'exposé de Sophia Cessa, bien sûr Christophe Guiton. J'ai bien entendu aussi ce qu'a dit Michel Laroquette sur le rapport au savoir qui me semble être le cœur du sujet du point de vue de l'éducation nationale. Hein. Même s'il y a plein de dispositifs, y compris qui concernent voilà, le social, la famille, les quartiers, etc. Et j'ai bien entendu aussi ce qu'a dit Denis Cailleul hein, sur la persévérance qui est aussi du côté de l'institution, et pas simplement du côté de l'élève, hein, quand on parle de persévérance scolaire plutôt que de décrochage, puisque c'est l'évolution du concept, on pourrait être tenté de penser que le problème est essentiellement du côté de l'élève, voire de ses familles, mais c'est intéressant de voir que l'institution doit aussi persévérer pour récupérer, conserver, enfin je ne sais pas comment on peut appeler, raccrocher, voilà. Alors, bon, moi, si je suis présent aujourd'hui, c'est parce qu'avec donc Nicolas Voisin et son établissement, nous avons un projet qui est en partie financé par le rectorat et donc le ministre sur la question alors, du décrochage. Il y a 2 lycées pro qui sont concernés, hein, celui de Nicolas et un autre du réseau Code Bleu. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, donc Nicolas a servi un peu de lanceur d'alerte, si on peut utiliser ce terme, je ne sais pas finalement, puisqu'il y a des enjeux quand même assez considérables, on le voit en termes de comptage, en termes politiques, etc. Donc sur un possible, probable décrochage fort dans son établissement lors du premier confinement, alors on essaie d'avoir des données justement, et il y a un deuxième confinement qui est arrivé comme presque un enrichissement supplémentaire pour l'enquête, hélas, c'est comme des médecins qui parlent d'un beau cas quand ils sont sur des malades vraiment complexes. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais en même temps, voilà, du point de vue de la recherche, ça pourrait être intéressant si on arrive à avoir, y compris les données aussi au niveau local du deuxième confinement, de faire des comparaisons, de voir si le deuxième confinement a pu tenir compte d'enseignements éventuels et des mobilisations quand même considérables liées au premier confinement, etc., etc. Mais pour l'instant, ces données, on ne les a pas forcément, et donc c'est vraiment le début. Moi, je n'interviens pas forcément là-dessus, mais sur, si vous voulez, le projet global tel qu'on l'a pensé, hein. C'est à la limite, quelle que soit l'ampleur du décrochage et des enjeux politiques et conceptuels autour, hein, puisqu'après tout, bon, d'un certain point de vue conceptuel, le décrochage, c'est aussi une construction sociale. Hein, c'est un concept qui est arrivé finalement assez récemment sur le marché des biens symboliques, comme on dit, hein, et qui déjà a changé, hein, puisqu'on l'appelle persévérance. Bon, c'est une construction sociale et quelque part, donc le ministre profite hein, de la faiblesse de ce concept pour pouvoir dire, bah, après tout, il n'y en a pas, il y en a, etc. Bon, ce qu'il y a derrière, c'est quand même effectivement un constat qui avait été fait au début des années 2000 aussi, hein, mais qui n'était pas nouveau au début des années 2000, c'est-à-dire ces jeunes qui partent du système scolaire sans diplôme, et ça a été évoqué. Alors moi, j'avais retenu à l'époque le chiffre de 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme. Là, je vois que les données de 2013 apportées par Christophe Guiton, c'est 120 000. Bon, voilà, il y a cette problématique qui n'est pas surprenante, qui n'est pas nouvelle, mais qui pose problème. Et ça explique aussi, la prise de conscience peut-être explique aussi que les chiffres s'améliorent. Je crois que c'est un peu ça qui sort des données qui ont été présentées. Les chiffres s'améliorent parce que quand on veut faire effectivement une politique du chiffre et quand on mobilise des gros moyens, on arrive forcément, enfin, pas forcément, mais souvent à améliorer quand même la situation. Donc c'est très bien. Simplement, alors il y a le cas marseillais qui est particulièrement particulier, c'est le cas de le dire, enfin vous le connaissez mieux que moi, ça fait 4 ans que je suis ici, mais les disparités locales évoquées sont évidemment très, très pesantes ici, et même à l'intérieur
du contexte. Alors Marseille-Bouches-du-Rhône, hein, enfin en termes de REP+, Marseille étant la ville la plus importante de France, avec peut-être même un quartier qui est le plus pauvre d'Europe, donc à voir selon les statistiques, mais enfin c'est quand même un contexte assez spécial ici. Donc les disparités territoriales sont considérables, donc même s'il y a des chiffres nationaux, même s'il y a des résultats nationaux, il y a encore localement des particularités qui font qu'effectivement le problème est assez considérable. Mais l'avantage, si je puis dire, c'est que finalement, ça confirme particulièrement ici, moi en tout cas c'est ce que je cherche en tant que sociologue, particulièrement ici, ça confirme l'ampleur des inégalités sociales depuis qu'on sait les mesurer, c'est-à-dire 1954 et la création des catégories socioprofessionnelles, et depuis qu'on sait les interpréter de façon un peu précise et pugnace, je ne sais plus comment on dit déjà, depuis 1964, les héritiers, Bourdieu et Passeron, et 1970, la reproduction dont on fête les 70 ans aujourd'hui. Il y a des choses qui n'ont pas vraiment changé, qui sont toujours aussi considérables. Bon, voilà, 2016, le rapport du UNESCO confirme l'ampleur des inégalités sociales. 2019, le bouquin de Bernard Lahire, Enfance de classe, montre que ces inégalités sociales, confirme que ces inégalités sociales sont considérables et commencent dès la maternelle. Donc voilà, dès qu'il y a un peu d'école, il y a des inégalités sociales. Tout ça est aggravé donc à Marseille. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le cas Marseille n'est pas aussi catastrophique qu'on pourrait l'imaginer sur un plan statistique, c'est qu'il y a énormément de prise de conscience, d'action. Je pense je fais un lien avec un thème qui fait partie de l'actualité politique, hein, sur lequel nous avons eu aussi à subir à l'université les attaques du ministre de l'Éducation nationale, hein, l'histoire de laïcité, dont vous avez bien sûr tous et toutes entendu parler. Le ministre de l'Éducation nationale est surpris qu'à Aix-Marseille, l'Académie d'Aix-Marseille n'ait pas plus de remontée que ça en termes d'atteinte à la laïcité. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un énorme travail de discussion sur ces questions de laïcité. Voilà. Donc, je ne suis pas là effectivement pour m'associer forcément aux critiques qui ont été formulées au début contre le ministre. C'est un autre secteur politique, mais nous aussi, nous avons notre lot, hein, avec l'incursion sur les complicités intellectuelles du terrorisme à l'université. Et une petite parenthèse sur les INSPE faites par le ministre, il faudrait absolument préserver les INSPE de cet islamo-gauchisme. Donc vous voyez que ça va très vite, très loin, c'est très problématique. Donc je ferme la parenthèse, il y a des choses qui se font ici, je pense plus qu'ailleurs, parce que le secteur est particulièrement problématique. Donc bravo à tout ce qui est fait. Moi, juste ce que je voudrais dire, c'est qu'on va essayer d'aller sur le terrain de la motivation scolaire. Alors, je ne suis pas plus spécialiste de la motivation que du décrochage. Je suis spécialiste de la construction d'objets, d'études sociologiques, si vous voulez. Donc, sur le décrochage, j'ai une petite prudence par rapport au concept. Sur la motivation, de ce qu'on peut savoir, on retrouve des choses qui ont été dites. Il y a en gros deux types de motivation, intrinsèque et extrinsèque. La motivation extrinsèque, travailler pour l'institution, pour la note, pour le retour du prof, etc., c'est la motivation la plus répandue, mais qui ne permet pas de réussir. Et la motivation intrinsèque, c'est celle qui est la moins répandue et qui dépend particulièrement de deux indicateurs, l'estime de soi, ça a été évoqué, et le sentiment d'autonomie dans le travail. Voilà. Les deux grandes catégories sociales, si vous voulez, si on raisonne à la louche, mais j'ai bien entendu, hein, les préventions de Mme Cessa, de Sophia, c'est ça, hein, il ne faut pas non plus trop catégoriser, mais il y a quand même deux grandes catégories sociales qui sont les plus dépourvues d'estime de soi, et c'est beaucoup de monde, vous allez voir, c'est les filles en général et les catégories populaires en général. Je ne parle pas effectivement des filles de catégories populaires qui subissent la double peine avec, bien sûr, quand on énonce des catégories générales comme ça, des énormes quantités d'exceptions. Hein. Si vous avez 80% des filles et des catégories populaires qui n'ont pas assez d'estime de soi pour avoir de motivation intrinsèque, suffisamment de motivation intrinsèque pour réussir, vous avez quand même encore 20% de ces énormes catégories, ce qui représente énormément d'élèves qui ne sont pas forcément autant concernés que la majorité, que l'écrasante majorité par ça. Alors si effectivement il faudrait démocratiser en quelque sorte la motivation intrinsèque, agir sur l'estime de soi et le sentiment d'autodétermination dans le travail, hein, c'est les deux indicateurs avancés qui sont sortis des synthèses des recherches sur la question, eh bien, effectivement, on en arrive très vite à la question du rapport au savoir. Et là, il y a un classique hein, en sociologie de l'éducation, mais qui était l'objet d'une recherche tout à fait intéressante de Bernard Charlot, le rapport au savoir en milieu populaire, et ça portait exactement sur les lycées professionnels. Et bon, je vais donc
donc très vite, trop vite, hein, certainement. La réponse qu'apportait Bernard Charlot, si on veut synthétiser 20 ans de recherche en peu de choses, hein, c'est possible, mais bon, un peu injuste aussi. Mais Bernard Charlot alors avait repéré un facteur qui permet aux catégories populaires de réussir plus que la moyenne. Il avait travaillé en Seine-et-Saint-Denis, je passe vite, mais il avait trouvé un facteur intéressant qui était la grande sœur. Voilà, la présence d'une grande sœur dans la fratrie qui permettait de compenser les carences en termes de connivence institutionnelle dont les parents de catégories populaires étaient dépourvus du fait de leur absence de réussite scolaire. Mais la grande sœur, même si elle ne réussissait pas forcément, elle réussissait avant de sortir du système ou avant d'échouer à accumuler des recettes qu'elle pouvait transmettre à ses petits frères, à ses petites sœurs. Bon, cette histoire de la grande sœur fait toujours, quand moi j'en parle en cours, tout ça, ça fait généralement sourire, mais au moins ça a l'avantage, si vous voulez, par rapport au constat il y a plein de facteurs, on ne sait pas trop comment s'en sortir, on ne sait pas trop sur quoi agir. On peut arriver des fois avec des recherches à trouver des facteurs au contraire extrêmement précis sur lesquels on pourrait agir si jamais ils étaient confirmés dans leur pertinence. Mais Bernard Charlot avait dit aussi quelque chose de plus important parce que, enfin, me semble-t-il, en une courte formule, on peut, si vous voulez, relier la didactique et le rapport au savoir et les questions sociologiques d'inégalité sociale. Il avait dit, là aussi, bon, peut-être trop simplifié, trop généralisé, mais quand même pas dénué d'intérêt, je pense. Il avait dit que les élèves de catégorie populaire écoutent le maître, les élèves de catégorie favorisée écoutent la leçon. Cette courte phrase, moi, me semblait tout à fait pertinente, si vous voulez, pour amorcer des réflexions. Si vraiment, effectivement, le problème est là, les élèves de catégorie populaire, globalement, écoutent le maître, et c'est une erreur, quelque part, d'un point de vue de la réussite scolaire telle qu'elle est définie, et si les élèves de catégorie favorisée arrivent à aller au-delà du discours du maître pour vraiment écouter la leçon, hein, selon la formule de Charlot, alors effectivement, il y a peut-être des pistes de recherche très intéressantes. Et ça rejoint une évolution institutionnelle forte. Hein. Quand on avait, au début des années 2000, j'y reviens, constaté qu'il y avait 150 000 élèves qui quittaient le système éducatif sans diplôme, ça avait justifié ce constat. Tous les sociologues, tous les experts et tous les politiques de l'époque n'étaient pas devenus bourdieusiens d'un coup, mais ils avaient quand même proposé comme réponse, si vous voulez, le socle commun. Voilà, le socle commun qui est devenu socle commun des connaissances, des compétences et de la culture. Et à l'époque, le premier socle commun, c'était une réponse en termes de savoir, de SMIC culturel, savoir minimum. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 150 000 élèves qui sortent du système éducatif, bon, qu'on appelle aujourd'hui décrocheurs, persévérants ou pas persévérants, etc. On propose quoi? On propose un socle commun. Alors initialement, la version de Claude Tello, c'était 4 matières, français, maths, notion d'anglais, notion d'informatique. Vous voyez, l'enjeu, quand on rentre par les disciplines, c'est le strict minimum. Bon, le premier ministre de l'époque, le ministre de l'Éducation de l'époque, pardon, qui était un plus fin politique que Tello, enfin, qui était surtout obligé d'assumer la décision qu'il aurait prise sur le constat de Tello, avait élargi à 7 disciplines. Et donc, on était reparti sur un socle commun considérable. Et depuis 2015, le socle commun, sous l'influence du ministère Payon, mais qui n'était plus ministre déjà en 2015, le socle commun était devenu un socle que vous connaissez tous, hein, puisque c'est celui qui est actuellement en vigueur. Mais d'ailleurs, le ministre actuel n'y fait pas souvent référence. Hein, c'est un socle qui entre non pas par les disciplines, par les domaines. Vous voyez, par exemple, les maths comme le français sont considérés comme des langages. C'est plus des disciplines identifiées aussi traditionnellement, c'est aussi voilà, un autre rapport au savoir que traduit ou qu'essaie de traduire ce socle commun. Il me semble que c'est un outil parmi les outils institutionnels qui existent pour pas qu'on soit tous considérés globalement comme des désobéisseurs et sanctionnés comme tels, puisqu'il y a des enjeux évidemment considérables au niveau de cette fameuse liberté d'enseignement, vous le savez. C'est bien de s'appuyer sur des choses qui existent institutionnellement, globalement, nationalement, mais qui peuvent trouver des déclinaisons, je pense, au niveau le plus concret et le plus local. Voilà. Donc le pari qu'on fait, enfin l'hypothèse qu'on fait, toujours un pari, une hypothèse, c'est qu'effectivement, en recentrant voilà, l'analyse, l'effort sur le rapport au savoir, sur la motivation intrinsèque qui n'est pas assez développée et sur les possibilités d'écouter la leçon plutôt que le maître, on pourrait donc en formant les enseignants différemment aussi, enfin essayant de faire évoluer la formation des enseignants, puisque j'ai aussi cette casquette INSPE que tu as justement rappelé, Nicolas. Et on a un gros projet à l'INSPE d'Aix-Marseille, justement, qui a été attribué parce que le contexte marseillais est ce qu'il est,
on va essayer de faire évoluer la formation des enseignants vers des choses qui sont inscrites dans la loi Payon de 2013, mais qui ne sont pas forcément appliquées, et que vous faites par contre, que certains font peut-être sans le savoir, d'autres ne font pas. Mais là, c'est un autre sujet sur lequel je n'ai pas le temps de m'étendre. Je pense même que j'ai pris beaucoup trop de temps pour dire voilà ce que j'avais à dire. Merci. Simplement, je voulais remercier Nicolas Sambel pour sa présentation. Et je trouve que l'image de la grande sœur, c'est vrai qu'elle a été parfois moquée. Et je trouve que c'est injuste, pas tant pour la grande sœur, mais parce que ce genre de levier pourrait nous amener, nous, professionnels, à une certaine attention particulière à ce qui se passe dans nos classes. Et à comprendre que ce qui se passe pour un élève peut avoir une incidence importante pour toute une fratrie, voire au-delà. Et on a tous tendance à être très concentrés sur l'élève individuellement, sans penser parfois à toute la chaîne que l'élève peut tirer dans un sens ou dans l'autre. Alors, je voulais quand même rappeler qu'à la FSU, on a un mandat qui surprend souvent quand on le dit, qui est d'avoir 100% d'une classe d'âge au bac et de porter l'âge de scolarité obligatoire à 18 ans. Alors évidemment, ça ne veut pas dire tout le monde dans la voie générale jusqu'à 18 ans, mais l'idée, ce serait que le système éducatif se mette en marche pour que tous les jeunes puissent être en contexte scolaire jusqu'à 18 ans. Dans les faits, ils le sont quasiment tous. Hein. C'est une très faible proportion qui n'est plus scolarisée après 16 ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous, on est un peu plus critique à l'endroit de la notion de socle commun. C'est-à-dire que le socle commun pensé comme ce qu'il ne faut surtout pas qu'un élève n'ait pas acquis avant de sortir du système éducatif, c'est une chose, mais ce qu'on a pu voir depuis les années 2000, c'est que les ministères de l'éducation nationale successifs l'ont surtout pensé comme le minimum dû aux élèves, et après, finalement, on était dédouanés de ce qu'on leur devait. Or, pour nous, on considère que c'est pas... on ne peut pas se contenter d'amener au-delà du socle commun que les 50% qui, au final, arriveront à la licence. L'idée, ce serait quand même d'avoir une ambition bien supérieure à celle du socle commun pour tous les élèves et avec un système éducatif qui se mettrait en ordre de marche pour faire ça. Alors, c'est vrai que l'idée que les élèves puissent sortir avec même pas le socle commun est en soi un problème. Il faut que ce soit un filet de sécurité, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même beaucoup utilisé comme une fin en soi pour toute une partie de la jeunesse qui se trouve être effectivement issue des milieux populaires avec une forme de renoncement à des ambitions qui pouvaient être, par exemple, celles de la loi de 89, qui n'envisageait pas les choses de cette manière, mais qui, au contraire, a permis de créer, de développer la voie technologique, le bac pro, qui ont amené 80% d'une classe d'âge au bac. Sur la grande sœur, effectivement, il n'y a donc pas eu de politique publique d'éducation qui ont été enclenchées sur ce résultat de recherche. On parle même, on se souvient des fois des actions de grands frères, mais c'est en dehors de l'éducation nationale. Donc, effectivement, il aurait pu y avoir une politique d'identification tranquille, mais réelle des grandes sœurs pour essayer d'orienter au moins le tutorat et l'aide personnalisée aux élèves sur cet acteur-là. Bon, alors c'est difficile de s'en stigmatiser, mais ça n'a pas du tout été fait. Et sur le socle commun, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Même si le socle commun a changé, je pense, fondamentalement en termes de nature en 2015, on est encore sur la perception du SMIC culturel et la conception de Jules Ferry, ce qui n'est pas permis d'ignorer. Et le SMIC culturel qui est, à mon avis, éminemment critiquable, que moi j'avais critiqué énormément à l'époque, et j'ai été surpris de voir que le socle avait pu évoluer et qu'il constitue donc une arme, entre guillemets, ou un outil institutionnel, légal, pour justement aller dans le sens que vous dites, qui est, je pense, le bon sens. Mais si c'est le SMIC culturel, évidemment, tout ce que vous avez dit, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Oui, si je peux, Nicolas.
Patricia? Patricia, allez-y. Alors, moi, je partage complètement toutes les préoccupations qui viennent d'être posées, d'autant que quel sens on donne à aller à l'école lorsqu'on est dans un quartier populaire, quand on est d'origine favorisée, de catégorie sociale favorisée, et du coup, je dirais, au-delà, au niveau de ce qui décide, quel sens on donne à notre éducation nationale, dans quel sens elle doit aller. C'est vrai que si on parle de socle commun et lorsqu'on parle de la grande sœur, là, il y a des notions très importantes qu'il faut fouiller. Et vous venez de le dire, hein, Monsieur Simbel, ça n'a pas été fouillé. Euh, je pense que ça nous repose la question du genre et de l'égalité homme-femme dans notre société. Ça repose aussi la question de la place de l'institution, c'est-à-dire que on sent bien que le sens de l'enseignement, en ce moment et depuis quelques années maintenant malheureusement, n'est plus vers l'épanouissement et la construction du citoyen en devenir qui va prendre sa place dans la société. Et dans quelle société? Et on a eu une conférence il n'y a pas si longtemps où on nous a parlé justement de l'analyse du sociologue Zygmunt Bauman qui faisait la comparaison entre le contrat social qui était établi avant les années 80 autour d'une société qu'il qualifie de solide, avec quelque part un État-providence qui dit, voilà, vous allez accepter de rogner quelques libertés individuelles au profit d'une caisse de communauté solidaire qui va pour vous organiser une société. Le risque, vous n'allez pas le prendre tout seul. Et il va y avoir une sécurité sociale, des services publics, un accompagnement. Et on va réfléchir à toutes les grandes questions petit à petit, après les années 80, vers une société plus liquide, où quelque part la responsabilisation de ce qui se passe pour toi dans ton parcours, eh bien, bah, tu peux en prendre la culpabilité totale. Tu n'as pas d'emploi, c'est peut-être que ton CV a été mal fait, peut-être que tu t'es pas bien, tu t'en es pas bien sorti dans ton entretien professionnel d'embauche. Et puis on peut redescendre vers le décrochage scolaire, hein, dans l'historique qu'en a présenté Sophia. Peut-être qu'y compris l'élève ne se sent pas adapté, donc plus jeune, on va lui proposer d'aller vers des voies qui l'envoient vers l'apprentissage, cette sacro-sainte voie qui permet de mettre en adéquation le monde du travail avec cette éducation nationale qui est peut-être un peu moribonde, un peu vieillotte, un peu pas très adaptée. Voilà, donc on commence un petit peu à tuer son cheval, alors qu'à l'intérieur de l'éducation nationale, même si c'est pas très organisé, il y a énormément de recherches pour donner du sens, de la cohérence. Et après, avec l'intervention, je pense, de Sophia, on va approfondir la question du comment entre à l'intérieur de l'éducation nationale on travaille et vers l'extérieur de l'éducation nationale on peut travailler aussi et de quels outils on peut se doter. Super transition, merci. Sophia. Moi,